m'appelle Lorraine Dumont, je suis docteure en droit public. J'ai fait mon master 2 à Aix-en-Provence au sein du master droit international public. J'ai ensuite fait une thèse de doctorat qui porte sur le droit international des droits humains comme métathéorie de la justice. Donc c'est une thèse qui va analyser le droit international des droits humains en s'interrogeant sur quel projet idéologique il va servir et quel type de justice il va promouvoir. Donc on est en plein dans l'idée d'une réconciliation épistémologique entre le droit et la justice, notamment avec cette affirmation que les droits humains servent un projet de justice. Il ne saurait en être autrement. Durant ma thèse, j'ai présidé la section Aix-en-Provence de l'Association française pour les Nations Unies. J'ai été case manager à la clinique des droits humains Aix-Global Justice. J'ai effectué 2 séjours de recherche, un à Yale aux États-Unis et un à Belfast à la Queen's University. Et après avoir soutenu ma thèse, j'ai fait 2 ans à la fondation Max Planck pour la paix internationale et l'état de droit à Heidelberg en Allemagne. Tout à fait. Alors je précise que ma spécialisation en dehors du droit, c'est plus sur la philosophie politique. Et donc on va avoir le libéralisme, l'utilitarisme, la théorie du contrat social, le marxisme, le féminisme notamment. Ça c'est un peu les différentes philosophies politiques sur lesquelles je me suis axée dans ma thèse, les différentes théories de la justice sur lesquelles je me suis axée. Et la critique féministe du droit, c'est un intérêt intellectuel qui a commencé lors de mon Master 2, puisque j'ai fait un mémoire sur la critique féministe du droit, en analysant les différents courants féministes, qu'est-ce qui les opposait et qu'est-ce qui les unifiait. Et ensuite, dans ma thèse, j'ai donc étudié le droit international des droits humains à l'aune des théories de la justice, pour voir quelle justice était promue ou non, et notamment avec cette sensibilité féministe. Il y a tout un titre sur le féministe, avec finalement une partie déconstruction qui montre comment le droit peut échouer à protéger les femmes. C'est le cas par exemple lorsque des autorités étatiques refusent d'intervenir pour empêcher des violences domestiques sous prétexte qu'il s'agit là de violences familiales et que l'État n'a pas à s'en mêler. Donc là on est en plein dans une idéologie libérale qui sépare la sphère publique et la sphère privée étant celle où l'État ne peut pas intervenir, alors que la théorie féministe va justement expliquer qu'ici le droit et l'action étatique et même le contrat social en fait oublient complètement les femmes. Elles ne sont pas incluses là-dedans. C'est aussi toute la question qu'on a avec les féminicides à répétition et l'incapacité de l'État à agir pour les prévenir. En fait, chaque fois qu'une femme n'est pas protégée par le droit, elle ne fait plus partie du contrat social. C'est un peu cette idée qui amène la critique féministe à déconstruire le droit, à dire il n'est pas neutre, il est biaisé, il nous oublie, de toute façon nous n'avons pas participé à son élaboration et c'est aussi pour ça qu'il est à côté. À ce sujet-là, par ailleurs, en ce moment, sur la question de l'Afghanistan, on a l'émergence du concept de gender apartheid qui essaie en fait d'adapter ce concept à la question de la ségrégation basée sur le genre pour encore une fois donner des armes juridiques aux femmes qui n'en ont pas. Elles n'ont pas d'armes juridiques adaptées à leurs différences. Mais en plus de cette déconstruction, il va y avoir la construction féministe, justement avec l'élaboration de termes comme le féminicide, la légitime défense différée ou le gender apartheid, mais aussi avec l'idée que la justice, telle que nous la voyons aujourd'hui, repose sur un modèle qui a été modelé sur des valeurs par essence masculines, des valeurs patriarcales. Alors qu'une justice féministe, et je répète encore féministe, pas féminine, mais une justice féministe irait valoriser des valeurs qui ont été complètement écartées de la société parce qu'elles étaient jugées comme féminines et donc inaptes à justifier des jugements moraux. Par exemple, dans la plupart des courants philosophiques, notamment le libéralisme, la raison est extrêmement encensée. Or, la raison, parfois, est extrêmement froide, extrêmement détachée, justement parce qu'elle se libère des émotions, alors que dans l'idée de justice, comment est-ce qu'on peut ne pas parler d'émotions ? Ce sont les acteurs de la mise en œuvre de la théorie féministe, ça c'est certain. Je pense qu'il faut même remonter un petit peu plus loin et s'interroger quel est le rôle de tous les acteurs des droits humains par rapport à la philosophie politique et morale. En fait, il y a, je crois, une responsabilité de s'éduquer sur les questions morales et politiques, sur les différents courants qui vont nous permettre de raisonner sur ce qui est juste et ce qui est injuste. Si dans sa vie personnelle, on n'est pas déjà capable de déconstruire son opinion et de s'interroger sur la bonne manière d'inclure les autres notamment, de les protéger, d'avoir un véritable esprit collectif, on ne peut pas le faire au sein d'une ONG ou d'une cour de droits humains, etc. Donc ça commence en soi.
Ça vient du point de vue personnel et du point de vue académique. Académiquement, bien sûr, il y a un intérêt immense. Dès lors que tout ceci existe depuis longtemps aux États-Unis et en France, on ignore complètement l'aspect des constructions du droit et le biais structurel des institutions. Donc c'est très important d'en parler, notamment en France. Au niveau personnel, j'ai toujours eu un problème avec les différences sociales. J'ai jamais réussi à les comprendre. Et donc je me suis toujours interrogée sur comment ça se fait, pourquoi est-ce que moi j'ai été privilégiée et d'autres ne l'ont pas été, pourquoi est-ce que certains peuvent faire des études et d'autres ne peuvent pas. Et tout ça, c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser au marxisme et au féminisme. C'est très important, la recherche permet de faire avancer la pensée collective, mais elle ne doit pas être détachée de l'action collective. Et c'est un problème, je crois, qu'on a aujourd'hui, qui est un petit peu pallié grâce à des initiatives comme ce master, par exemple, le master en action humanitaire, qui va faire intervenir des professionnels aussi et qui va, je pense, lier la pensée et l'action. Si le chercheur s'isole dans ses bouquins, il ne sert pas à grand chose. Peut-être qu'un jour quelqu'un va le lire, mais c'est probable que ce soit un chercheur qui va le lire. Et donc en fait, ça fait une boucle qui est séparée de la réalité des événements. Donc le dialogue, notamment avec les ONG ou les autres acteurs des droits humains, est primordial. Il faut lire, c'est évident. Un muscle, ça s'entraîne, le cerveau, ça s'entraîne, et la pensée critique, ça s'entraîne. Donc il faut lire du Charles Worth, du Kotkaniemi, il faut lire toute la pensée critique pour bien s'en imprégner. Et il faut aussi avoir confiance en son instinct. C'est-à-dire qu'on va parfois lire un arrêt et se dire non, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être pas immédiatement qu'on va réussir à comprendre ce qui ne va pas et à le critiquer. Il y a une véritable analyse et un besoin aussi, si on veut en tout cas donner quelque chose de précis, une critique précise, il va falloir s'investir dans cette déconstruction de l'affaire. Mais souvent, dès le début, on sait un petit peu ce qui nous gêne et c'est là qu'il faut aller fouiller, c'est très important.